qui semble se profiler, c'est que les Américains se satisferaient d'obtenir une négociation sur le nucléaire qui permettrait au régime iranien de sauver sa peau. Il y a aussi une autre dimension qu'il ne faut pas oublier dans l'histoire, c'est l'intervention des pays arabes auprès de Trump, notamment. Bonjour Régis. Bonjour Joséphine. Alors Régis, demain Netanyahou rencontrera Donald Trump pour évoquer, on l'imagine, le dossier iranien. Comment interprétez-vous cette rencontre ? Alors ce qui est intéressant, c'est que la visite de Benjamin Netanyahou qu'il fait à Washington, il devait venir à Washington, mais là il vient plus tôt que prévu. Il a demandé un entretien à Donald Trump, donc entretien qui aura lieu demain. Pourquoi vient-il plus tôt que prévu ? Parce que les négociations entre Iraniens et Américains, selon lui, ne vont pas dans le sens de la protection des intérêts d'Israël. Je m'entends, c'est-à-dire que la première séance, la première reprise des négociations entre Américains et Iraniens sur le dossier du nucléaire s'est faite la semaine dernière à Mascate, au Sultanat d'Oman. On s'attendait, selon toute vraisemblance, à ce que ces négociations échouent, à ce que les Iraniens persistent dans leur mauvaise volonté, à ce que les Américains soient intransigeants. Ils avaient déployé, et ils ont toujours sur zone, des moyens militaires, et en particulier le plus gros porte-avions américain qui soit l'Abraham Lincoln, qui croise toujours dans l'océan Indien. Et les Iraniens, eux, avaient boosté leur défense, préparant leur population à des frappes, montrant leurs nouveaux missiles dans des vidéos et surtout pratiquant, les Iraniens ont pratiqué des tirs de missiles en plein jour pour montrer qu'ils étaient prêts, que cette fois-ci, ils ne se laisseraient pas surprendre comme pendant la fameuse guerre des 12 jours, le 3 juin 2025. Et donc, les tensions étaient au maximum. Et on s'attendait vraiment à ce que ces négociations échouent. En réalité, elles ont duré plus de 5 heures. Elles ont été menées par Steve Witkoff d'un côté, le chef de la diplomatie du Sultanat d'Oman qui faisait l'intermédiaire, et de l'autre côté, le chef de la délégation, c'était Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, qu'on a beaucoup entendu s'exprimer depuis. L'Iran n'a pas vraiment fait de concession, mais l'Iran a montré qu'elle pouvait, si la partie américaine était prête à modérer, on va dire, et était prête à un accord, que l'Iran pouvait être souple sur la question du nucléaire. Mais absolument pas sur la question du balistique. Et c'est là où Benjamin Netanyahou et un certain nombre d'Israéliens, mais aussi à Washington, des gens comme Lindsey Graham, le sénateur Lindsey Graham, des néoconservateurs, voient d'un mauvais œil la prolongation des négociations entre Américains et Iraniens, parce que pour eux, il faut abattre le régime iranien. On ne peut absolument pas obtenir un accord entre les États-Unis et l'Iran en maintenant ce régime en place. Qui va dans ce sens ? Évidemment, l'opposition iranienne qui réclame des frappes pour justement provoquer la chute du régime. Sauf que ces frappes, si elles ont lieu, n'impliqueront absolument pas automatiquement une chute du régime. Donc on est dans une situation où on met une pression maximale sur les Iraniens. Les Américains, à la manière de Donald Trump, c'est la même configuration ou presque, en peut-être plus grand que ce qu'il a fait pour obtenir la chute du président Nicolas Maduro au Venezuela, c'est-à-dire qu'on installe en face du pays une armada considérable, des moyens militaires incroyables, et on fait pression. Sauf que là, apparemment, les Iraniens seraient prêts, et si j'en veux pour preuve la déclaration du chef de l'agence nucléaire iranienne hier, qui dit que l'Iran est prêt à diluer son uranium enrichi, c'est-à-dire les quelques 440 kilos d'uranium enrichi qu'elle possède, en échange d'une levée des sanctions. Alors, c'est le chef de l'agence
iranienne du nucléaire, ce n'est pas une autorité, ce n'est pas le guide suprême qui annonce ça, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères qui annonce ça, ce n'est pas le chef du Conseil de sécurité nationale, Ali Larijani, qui est un homme tout-puissant aussi, et qui va participer, on va y revenir, aux négociations à Mascate, qui annonce ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la question du nucléaire, on est arrivé à peut-être remettre les Iraniens dans le droit chemin. Je rappelle que, au terme de l'accord de 2015, baptisé l'accord de Vienne, le GCPOA, les Iraniens s'étaient engagés à n'enrichir leur uranium qu'à 3,65%. Actuellement, les quelques 440 kilos qu'ils possèdent d'uranium sont enrichis à plus de 60%. Certains disent à 80%, c'est évidemment pas pour faire du nucléaire civil, pas pour alimenter les barres dans les centrales nucléaires, mais évidemment pour confectionner une bombe atomique. Et donc, si les Américains, ce qui semble se profiler, c'est que les Américains se satisferaient d'obtenir une négociation sur le nucléaire qui permettrait au régime iranien de sauver sa peau. Il y a aussi une autre dimension qu'il ne faut pas oublier dans l'histoire, c'est l'intervention des pays arabes auprès de Trump, notamment. Voilà. Et justement, Régis, la diplomatie des pays arabes semble s'affirmer davantage dans une logique de non-alignement vis-à-vis de l'axe États-Unis-Israël. Oui, tout à fait, et ça perturbe les choses. Jusqu'à présent, il y avait quoi? Il y avait les Iraniens et les Américains face à face, Israël également dans l'équation, mais rangé du côté américain, ou les Américains rangés du côté d'Israël. Si vous prenez la guerre des 12 jours, les Américains sont intervenus au 12e jour pour bombarder les sites de Fordo, d'Ispahan et de Natanz, qui sont les 3 centres de recherche nucléaire iraniens, avec des bombardiers B-2, des bombes GBU-57, c'est-à-dire les plus puissantes, capables de perforer des bunkers. Et donc les Américains ont ont aidé les Israéliens, mais à l'époque, la diplomatie, des pays arabes existait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu une interview en Turquie du ministre des Affaires étrangères turc, Hakan Fidan, qui pendant longtemps a été le chef des services de renseignement turcs. C'est un homme qui a énormément d'influence, notamment sur le dossier syrien et sur bien d'autres dossiers, sur l'Azerbaïdjan, sur la question de la Libye et autres. Hakan Fidan a expliqué que Marco Rubio l'avait appelé pour le prévenir des frappes américaine contre les centres nucléaires iraniens, en lui disant il va se passer quelque chose. Et ça fait bondir les Israéliens, ça fait bondir Lindsey Graham, qui est l'allié fidèle des Israéliens aux États-Unis. Il n'est pas le seul. C'est-à-dire que la diplomatie turque a l'oreille de Donald Trump, de l'administration, au point que les Américains préviennent les Turcs pour que ceux-ci préviennent les Iraniens qu'il va y avoir des frappes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit compter, et les Américains comptent sur la diplomatie des pays arabes, et on l'a vu lorsqu'il y a 2 semaines, il y a déjà eu une première montée en puissance avec des menaces de Trump contre l'Iran, de frappes. Eh bien, ces frappes n'ont pas eu lieu, en partie parce que les pays arabes, l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Qatar sont intervenus pour dire à Trump non, ça risque de provoquer une catastrophe dans la région. Cette équation est toujours vraie aujourd'hui. Mais on sent bien, et pour revenir sur la présence de Benjamin Netanyahou demain à Washington, c'est que Benjamin Netanyahou ne veut pas se satisfaire d'un accord nucléaire entre l'Iran et les États-Unis. Il veut que soit concerné dans cet accord la question du balistique, la question des proxys de l'Iran, le Hezbollah, les Hajj al-Shabi, les milices chiites iraniennes, les milices chiites irakiennes en Irak, la question des Houthis, tous les groupes sur lesquels l'Iran s'appuie pour mener sa politique expansionniste dans la région. Et ça, les Israéliens ne veulent pas, de facto, que le régime se maintienne, et pensent que si les États-Unis frappent massivement,
il y a une chance de se débarrasser du régime. Donc la présence de Netanyahou est une sorte de sauve qui peut, c'est-à-dire attention, de notre point de vue, on ne peut pas se satisfaire d'un seul accord sur le nucléaire iranien. Et comment interprétez-vous la présence de Ali Larijani, secrétaire de la plus haute instance de sécurité en Iran, aux négociations de Mascate ? C'est très intéressant parce que ça veut dire que ces négociations, qui au départ ne donnaient pas vraiment des signes d'espoir, qui étaient mal engagées, on va dire, qui avaient été faites sous la contrainte, reprennent de la substance. Ali Larijani, c'est celui c'est au moment des menaces de Trump et de l'arrivée de l'Abraham Lincoln dans la région, est parti à Moscou pour parler aux Russes, pour éventuellement envisager, s'était-il dit à l'époque, un transfert de l'uranium iranien aux Russes, un peu à la manière dont Bachar el-Assad avait acheté, on va dire, une sorte de non-intervention de la part des Occidentaux en se débarrassant de son arsenal chimique, et c'était les Russes qui, à l'époque, avaient pris possession de cet arsenal chimique. Là, il semble que, dans les précédents accords, d'ailleurs, il était prévu que la Russie prenne une partie de l'uranium enrichi, et Larijani est allé à Moscou. C'était un des objectifs. Là, Larijani s'invite dans la négociation. C'est le responsable de la plus haute instance de sécurité intérieur iranien. C'est donc évidemment le chef d'orchestre de la répression en Iran, dans les manifestations, répression dont les chiffres avoisinerait les 30 000 morts. Donc c'est quelqu'un qui a une importance considérable, mais ça veut dire que l'accord, entre guillemets, prend de la solidité, les perspectives que cet accord aboutisse. Cette présence de Larijani montre que c'est aujourd'hui une possibilité. Pour terminer, Régis, allons-nous vers un accord global entre l'Iran et les États-Unis ? Alors c'est encore difficile à le dire, puisque j'écoutais le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, hier, qui dit que depuis des années, il y a une méfiance entre les deux parties. Mais cette méfiance, elle a été, on va dire, réactivée, les Iraniens, du côté iranien, quand... au départ, lors de l'intervention israélienne le 3 juin 2025, lors des frappes israéliennes sur l'Iran, une session de négociation était prévue le lendemain ou le surlendemain, toujours à Mascate, dans le sultanat d'Oman. Et il s'est dit à l'époque que les Américains avaient fait exprès de maintenir les Iraniens dans une perspective d'une continuation des négociations, pour finalement tromper leur vigilance et permettre aux Israéliens de frapper. C'est comme ça que les Iraniens ont perçu l'acte des Américains la dernière fois. Et donc, après, il n'y a plus de négociation possible sur le nucléaire. Mais les Iraniens avaient fait sans doute le calcul que tant qu'il y avait négociation, tant qu'il n'y avait pas rupture des négociations de la part des Américains, les Israéliens ne frapperaient pas. Or, ils ont frappé. D'où méfiance renouvelée. Et d'où, encore une fois, l'idée que même si on dit de part et d'autre, les négociations sont bonnes, ça a été dit par le ministre des Affaires étrangères iranien, ça a été dit par Donald Trump lui-même, qui a dit oui, nous avons des bonnes négociations, mais tant que ça n'aboutit pas et qu'il n'y a pas de concret, la méfiance reste de mise à cause de cet épisode et à cause d'épisodes précédents, du point de vue des Iraniens. Donc voilà, après, maintenant il y a quand même une deuxième session de négociation, peut-être ensuite une troisième, peut-être aboutira-t-on aussi à un encadrement du programme balistique. Tout est possible, même si les Iraniens sont arc-boutés sur le fait de dire nous traiterons du nucléaire et pas des conditions de notre sécurité intérieure, parce que le balistique, on n'y touche pas, c'est sacré. Les Iraniens, je rappelle, avaient dit que le droit à l'enrichissement était sacré aussi, que c'était quelque chose sur lequel ils ne reviendraient pas. Ils disent toujours ça, mais en attendant, il y a une voix un peu différente, un petit son de cloche différent, quand vous avez le chef du nucléaire iranien, de l'agence nucléaire iranienne, qui déclare « on est prêt à diluer notre uranium enrichi en échange d'une levée de sanctions totale ».
Est-ce que les Américains sont prêts à lever totalement les sanctions sur l'Iran? Parce que ça voudrait dire que l'Iran, économiquement, va pouvoir se renforcer, que le régime qui aujourd'hui est confronté à quoi? Il est confronté à des pénuries, il est confronté à une asphyxie de son économie, plus qu'avant, où, on va dire, de la contrebande, des réseaux de contrebande installés depuis des années, permettaient à l'Iran de s'approvisionner, de contourner les sanctions. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, le pays est acculé, et une part de la révolte qui gronde intérieurement et qui est prête à redémarrer est due aux conditions de vie tout simplement des Iraniens. Et ça, c'est pas simplement des opposants qui agitent des minorités à l'intérieur, qui tentent de faire des mouvements comme les Iraniens accusent régulièrement l'opposition. L'opposition pour eux est vendue à Israël, elle est vendue aux États-Unis qui manipulent cette opposition. Là, en réalité, c'est la révolte des ventres vides. Et contre quelqu'un qui n'a pas à manger, il n'y a plus d'espoir et vous n'avez pas grand moyen, finalement, sauf d'améliorer ses conditions. Et donc l'Iran cherche désespérément une levée des sanctions et visiblement, là, aujourd'hui, et c'est assez rare, est prêt à troquer son programme nucléaire en échange justement de cette levée de sanctions. On va voir comment les choses vont se... Mais en tout cas, je dirais que sur le papier, il y a des choses bonnes qui peuvent se produire et peut-être un accord in fine. Merci Régis. Merci Joséphine.